Bonjour belle âme et bienvenue sur mon podcast À la rencontre de l'invisible. Je suis Vanessa Otadi, ton enseignante cosmique, et aujourd'hui on va discuter ensemble de que m'a appris mon divorce. Si je pouvais résumer le tout en une seule phrase, je te dirais ceci: que ma valeur n'est pas dans l'œil de l'autre qui me regarde, ni dans le fait que je suis capable de le sauver. Parce qu'on ne sauve pas les autres. On ne peut pas sauver les autres. On ne se sauve que soi-même. Le syndrome du sauveur est évidemment très grand, très gros à l'intérieur de moi. Et il a été reconnu comme étant une réaction de traumatisme, en fait. Un syndrome d'un choc traumatique. Que ce soit parce que vous ayez vécu des expériences d'abandon, de rejet assez intenses à l'enfance, le syndrome du sauveur vient vous pousser à essayer de sauver les autres pour avoir une valeur à leurs yeux. Faire comme si la seule chose que vous étiez ou que vous pouviez apporter à la relation, c'était de sauver l'autre. Que ce soit dans vos relations personnelles, professionnelles, d'amitié, d'amour, même parentales, le syndrome du sauveur vient vous pousser à faire tout ce que vous devez faire pour que l'autre soit heureux, pour que l'autre soit bien, y compris vous oublier vous-même. J'ai connu le papa de mes enfants en 2008. On était tous les deux sur un forum de discussion ésotérique, de discussion spirituelle, et on venait de rencontrer quelqu'un en particulier sur la toile qui nous a dit « Attends, je vais te faire rencontrer quelqu'un d'exceptionnel, tu vas voir, tu vas tout de suite l'adorer. » Cette personne-là a fait l'entremetteuse et après a disparu de la map, littéralement. On n'a jamais été capable de lui reparler. Après nous avoir mis en contact, moi et le papa de mes enfants, on s'est parlé longuement sur Internet, au travers de Messenger. Mais tu sais, MSN Messenger, pour ceux qui sont aussi vieux que moi. Il habitait en France, j'habitais au Québec. C'était une relation à distance et une relation qui, au départ, malheureusement, a commencé avec le syndrome du sauveur pour ma part. Il avait 16 ans à l'époque et avait dans le regard une détresse que mon âme avait si bien facilement reconnue. Cette détresse spirituelle, anxieuse, qui se demande où est-ce qu'elle s'en va. Cette détresse qui te fait poser la question « Qui suis-je? Où vais-je? Que fais-je? » Cette détresse d'avoir vécu plusieurs traumatismes et de n'avoir eu personne à qui en parler. C'était finalement mon client adoré. Après de multiples discussions, de multiples séances entre guillemets où j'ai fait tout ce que j'ai pu pour l'aider, un amour profond s'est dessiné pour cette personne-là. Et un amour profond qui était maternel, bienveillant, inconditionnel et jamais réellement passionnel. De son côté, par contre, il est vraiment tombé en amour avec moi. Il est vraiment tombé en amour avec l'image de moi, l'image que je dégageais, l'image du sauveur. J'allais le rendre heureux. J'allais l'aider à avoir une meilleure vie. Et c'est comme ça que notre relation a commencé. La relation à distance ne m'a jamais fait peur parce que pour moi, c'était important de garder mon moment précieux, mon espace de vie. Je dégage énormément d'énergie et si vous me connaissez un mini peu, un enfant foudre, elle ressent tout.
et donc ressentir l'énergie des autres dans mon sommeil, rentrer en contact avec l'énergie des autres, les rêves des autres, c'est épuisant. Donc avoir une relation à distance pour moi était l'idéal. Chacun avait son espace, chacun avait sa vie. Et avec évidemment la distance, mais aussi l'heure qui était différente, ben, on se parlait à des moments clés pour nous. Moi après ma journée, lui avant son dodo. Mais évidemment, on est des êtres sociables, on est des êtres humains physiques, on a un corps. On aime ça se toucher, on aime ça se rapprocher. Donc à un moment donné, ben, on s'est rencontrés en vrai. Et je ne sais pas si à ce moment-là, je suis vraiment tombée amoureuse de lui. C'était juste une évidence de continuer le chemin qu'on avait débuté à distance. À un moment donné, il a déménagé au Québec. Et on a littéralement et réellement commencé notre vie à deux, notre quotidien à deux. À se voir régulièrement, puis à vivre dans un appart ensemble. Chaque petit moment de libre, en dehors de mon travail, était avec lui. Le syndrome du sauveur m'avait emporté où est-ce que j'étais la seule et unique personne qui était là pour lui. J'étais son soutien, son pilier. J'étais la seule personne qui le comprenait vraiment, qui pouvait lui apporter ce qu'il avait besoin. Je remplissais tous les rôles de sa vie. Mère, sœur, amie, amoureuse, amante. Et malheureusement, je n'ai plus ma place pour être moi-même. Je me suis complètement oubliée. Je me suis complètement diminuée aussi pour lui. J'ai essayé de lui plaire. J'ai essayé de lui apporter tout ce que je pouvais lui apporter pour qu'il change, pour qu'il se transforme, pour qu'il devienne la plus belle personne qu'il avait envie de devenir. Et moi, pendant ce temps-là, ben, je faisais pas ce que je voulais. Je faisais pas ce que j'aimais. Je m'habillais pas comme moi je voulais. Je me coupais pas les cheveux comme moi je voulais. Je mangeais pas tout le temps ce que moi je voulais. Je vivais pour lui, pour son bonheur. Parce que tant et si longtemps qu'il était heureux, ça me rendait heureuse. Parce que ma valeur équivalait à ce qu'il voyait, ce qu'il ressentait quand il était avec moi. S'il n'était pas heureux, fâché, mécontent de mes agissements, de mes dires, de mes actions, je perdais de la valeur. Je devenais une moins bonne personne. Alors qu'au contraire, quand il allait bien, quand il était heureux, quand je lui donnais exactement ce qu'il avait besoin et qu'il se sentait rempli, satisfait, waouh, j'étais la personne qu'il lui fallait. Le syndrome du sauveur vous pousse à avoir très peur de l'abandon, très peur du rejet. J'ai refusé de voir les red flags, les drapeaux rouges. J'ai refusé de voir que je n'avais plus aucun temps pour moi, que je n'avais pas vu d'amis depuis des mois. J'ai refusé de voir que j'avais plus aucun passe-temps, en dehors de ce que je faisais avec lui. Que chacun des moments de libre que j'avais devait être avec lui. Je pensais réellement que c'était ça l'amour. Puis j'imagine que toi aussi. Parce qu'on s'investit, hein? On veut s'investir, on veut lui montrer qu'on est là et qu'on a envie de vivre quelque chose, qu'on a envie de créer quelque chose avec lui. Mais j'avais plus d'espace pour respirer pour moi. J'avais plus d'espace pour créer. Même, j'avais plus d'espace pour faire ma mission de vie.
pour nous assurer une stabilité alors que lui était encore un étudiant. Je travaillais d'arrache-pied dans un métier qui me tuait à petit feu. Il savait que j'en pleurais tous les soirs et tous les matins. Mais j'étais la seule responsable de notre bien-être, de notre bonheur, de notre stabilité financière et matérielle. Il n'y avait pas d'autre solution. Il fallait que je continue de faire ce qu'il y avait à faire. Et même si il le voyait bien, et même s'il aurait voulu me donner l'opportunité de sortir de cette coquille-là, de ce carcan-là, il avait bien trop peur, lui aussi, de perdre sa sécurité. C'était une personne très anxieuse. C'était une personne qui était incapable, à son tour, de devenir un pilier pour moi. Et c'est ça que le syndrome du sauveur fait. On va toujours chercher quelqu'un qui n'est pas à la hauteur de ce qu'on voudrait, qui ne sera pas capable de nous redonner la même chose qu'on lui redonne. Quelqu'un qui fait juste prendre, sans redonner. J'ai poussé toujours un petit peu plus loin. J'ai attendu qu'il soit prêt pour le mariage. Et je l'ai eu. Ça n'a rien changé. J'ai poussé encore un petit peu plus loin. Et j'ai été jusqu'à dire qu'il était la meilleure personne avec qui avoir des enfants. Ce n'était clairement pas le meilleur mari au monde, mais comme papa, j'en suis contente. D'ailleurs, ce sont même les âmes de mes enfants qui, me tournant autour, quand je les rencontrais, m'ont dit « C'est papa, ça va être lui notre père. » Donc, en background, en arrière de ma tête, il y avait toujours cette petite voix qui me disait « C'est lui. C'est juste lui. Même si t'es pas heureuse, c'est pas grave. C'est ça la vie, c'est ça l'amour. C'est pas tout le temps beau. » Tu te rends bien compte que maintenant que je suis divorcée, je me dis autre chose, hein? Après notre premier-né, la vie à 2, à 3, a été assez difficile. La métamorphose qui s'en est suivie a été compliquée pour nous deux. Parce que mon mari perdait son pilier. Parce que son pilier devait maintenant s'occuper de quelqu'un d'autre. Il y a eu de la jalousie. Il y a eu la frustration. Pas juste de son côté, évidemment, de mon côté aussi, n'est-ce pas? J'étais émotionnellement fatiguée, traînée. J'avais aucune sécurité émotionnelle et psychique. J'étais pas épaulée, parce que lui vivait aussi sa métamorphose. Du mauvais côté. J'ai compris que j'avais fait une dépression postpartum 1 an après avoir eu mon bébé. Et je me suis aussi fait dire que les papas aussi, ils en font des dépressions postpartum. On n'en parle pas. C'est trop tabou. Ça n'existe pas, n'est-ce pas? Un homme se doit d'être fort. Bref, mais ça, on en reparlera dans un autre podcast. On a quand même réussi à passer au travers parce que l'amour qu'on avait et le respect qu'on avait pour chacun l'un de l'autre nous a poussés à aller plus loin. Et peut-être aussi l'envie d'avoir une famille complète avec 2 enfants. C'est quand je suis tombée enceinte de ma dernière que j'ai compris qu'il y avait plus de véritable amour
Et peut-être qu'il n'y en avait jamais vraiment eu. Parce qu'au fur et à mesure que je devenais une mère, que je comprenais mon rôle, que je reprenais ma vie d'enseignante, de foudre, d'enfant de l'univers, lui s'éloignait de plus en plus et se posait littéralement la question de pourquoi il était avec moi. J'ai appris qu'il voulait divorcer au travers de son tirage de la roue de l'année en 2020. Vous comprenez ce que ça veut dire? Donc c'est pas passé au travers de ces mots, c'est l'univers au travers d'un tarot, d'un tirage de cartes qui m'a dit « Ton mari veut se divorcer et il va être 100 000 fois plus heureux après. » Mais est-ce que moi, j'allais l'être plus heureuse après? J'ai jamais voulu faire des enfants avec un homme qui allait me laisser. C'est pas dans mes valeurs familiales de faire des enfants et de les trimballer d'une maison à une autre. C'est pas dans mes valeurs familiales de faire de la coparentalité séparée. J'avais choisi cette personne-là pour vivre une vie familiale que je pensais normale, humaine. Pareil comme mes parents, ma propre famille. J'ai eu l'impression d'avoir le cœur brisé quand on s'est parlé et qu'on s'est dit, tous les deux, c'était mieux ainsi. J'avais pas eu l'impression vraiment que j'avais eu mon mot à dire, que c'était lui qui avait finalement décidé, même si je savais que c'était tellement mieux pour moi, tellement mieux pour notre famille, pour nos enfants, mais surtout pour chacun d'entre nous. Au travers des années qui ont suivi avant qu'on finalise le tout, au début du 2023, on s'est posé énormément de questions. J'ai entendu énormément de choses et j'ai compris énormément de patterns que j'avais reproduits avec lui, sans m'en rendre compte. J'avais l'impression que je valais rien si lui ne me regardait pas avec de l'amour dans les yeux. J'ai l'impression que je valais rien quand j'allais contre son envie de comment je devais m'habiller, comment je devais me coiffer, si je devais me maquiller ou pas, quel métier je devais faire. J'avais l'impression de lui faire du mal quand j'avais envie de vivre autre chose que lui, de sortir avec mes amis, d'aller faire une expérience que lui n'avait pas envie. J'avais l'impression que j'existerais plus si j'allais contre ce qu'il m'avait dit, ce que lui avait souhaité. Et tu sais ce qui est la chose la plus bizarre? C'est que tout ce que je te dis là, il me l'a dit aussi. Il me dit exactement la même chose, qu'il se sentait ainsi dans notre relation. Vois-tu à quel point parfois on fait le miroir? On avait l'impression tous les deux de toujours faire ce que l'autre voulait, de toujours s'effacer pour laisser l'autre prendre la place. Et je sais, c'est moi la plus intense des deux, on se le cachera pas. Je suis une foudre. Mais j'ai quand même eu le sentiment depuis le jour 1 que je n'étais là que pour lui apporter quelque chose, que pour remplir un besoin. Et que lorsque j'arrêterais de remplir ce besoin, il s'en irait. Et d'une certaine façon, c'est ce qui est arrivé. Parce que c'est ce que j'ai commandé dans ma relation avec lui.
C'est ce que le syndrome du sauveur m'a poussé à faire.